Bonjour, je vous retrouve pour le bilan lecture du mois de novembre et c'est un bilan lecture, ma foi, comme on a l'habitude sur cette chaîne avec quasiment que des lectures de SFFF. Alors, en novembre, j'ai lu 13 livres et un que j'ai DNF. Il y a un petit peu toutes les tailles, un petit peu tous les âges, mais c'est vrai qu'il y a essentiellement de la science-fiction fantasy. Ma foi, c'est comme ça. Vous allez voir que quand même, on est sur un quasiment 100% dans ce genre. Il y a un livre qui nous sauve. J'en dis pas plus. En termes de statistiques, donc je vous disais 13 livres de SFFF, un livre d'un autre genre. Je garde un petit peu le suspense, vu que ma foi, je suis pas peu fière de l'avoir lu et sorti de ma palle. J'ai lu 12 livres écrits par des femmes et je suis très contente. Dedans, il y a en fait 11 autrices, parce qu'il y en a une que j'ai lue 2 fois, et 2 livres écrits par des hommes. Franchement, je suis absolument ravie et fière de ce ratio. Troisième statistique que je peux vous donner, c'est en termes de saga. Là, j'ai un petit peu fait n'importe quoi parce que j'ai commencé 2 nouvelles sagas, j'en ai continué 3, j'en ai terminé une, donc ça c'est plutôt pas mal. Et par contre, j'en ai abandonné 2. En fait, c'était 2 sagas que j'aurais pu commencer, que j'ai commencé, mais que j'ai abandonné, ou en tout cas que j'ai pris la décision de ne pas continuer. Donc finalement, en termes de saga, j'en ai continué 3, fini une et terminé 2, c'est plutôt pas mal. Voilà. J'essaye de réfléchir pour l'année prochaine en termes de statistiques, donc à partir des bilans de janvier. J'aimerais bien mettre en place une statistique de le livre est resté dans ma palle avec une période temporelle. Moins de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et plus d'1 an, et plus de 2 ans. Je réfléchis à ça parce que je me dis, j'aimerais beaucoup voir le temps que les livres passent dans ma palle. Et aussi, j'aimerais bien, mais peut-être que là, ça va être trop compliqué, peut-être que c'est des stats que je vais garder pour moi, où je me les suis procurés, et du coup voir si le lieu d'achat ou le lieu où je me les suis procurés influe sur la durée dans la palle. Parce que par exemple, j'ai remarqué que les livres achetés d'occasion ou en boîte à livres restaient plus longtemps dans ma palle que les livres achetés neufs. Je pense parce que les livres d'occasion, je me dis, ah peut-être que je les retrouverai plus et un jour j'aurai envie de les lire. Et donc je les achète, ce qui est moins le cas pour les livres neufs. J'ai envie de tester ça, à voir si vous, ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Et j'essayerai d'inclure ça dans les statistiques des bilans lecture à partir de janvier. Pareil, je réfléchis aussi à la provenance en termes de maisons d'édition des livres, parce qu'en fait j'aimerais bien lire davantage de petites maisons d'édition indépendantes, et du coup il faut que déjà je me renseigne un petit peu mieux sur ce sujet et réfléchir en termes de statistiques. Rentrons dans le vif du sujet, et comme d'habitude, commençons par les livres de SFFF. De toute manière, il y a quasiment que ça. Premier livre de SFFF que j'ai lu, et c'est Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon, qui s'appelle La Cour des Miracles, que j'ai vraiment adoré. Là, on est, comme je le disais dans le bilan du Cocorico Challenge, dans la droite lignée des événements du tome 1, puisque Jeanne, ou Diane, en fonction de comment elle se fait appeler, est écuyère du roi, et grâce à ça, elle va être par plein de petites intrigues de cour, ma foi, que j'aime beaucoup, propulsée à enquêter, ce qui est pas une bonne chose pour elle, sur une certaine dame des miracles, Hécate, qui a comme symbole la lune, par opposition vraiment assumée au roi soleil. Et cette dame Hécate essaie de faire de Paris une ville indépendante du royaume de France et du royaume très étendu de Louis XIV, parce que je vous rappelle que dans ce livre-là, Louis XIV a été transformé en vampire, rien que ça. Diane va être, on va lui confier la lourde tâche d'enquêter dessus, et grâce à ça, on va en apprendre davantage sur la magie, tout ce système de magie qui a permis de transformer le roi Louis XIV et les nobles en vampires, et toutes les règles autour de ça, alors avec la magie, notamment pour contrôler les ghouls, qui sont des entités, ma foi, démoniaques, ma foi, un peu animalières, on sait pas trop, que contrôle cette reine Hécate. Et aussi, on va en apprendre davantage sur la fronde qui essaie de s'opposer, on l'avait déjà entreaperçu dans le tome 1, au roi Louis XIV et à ce règne, ma foi, tyrannique qui l'impose. Ce que j'ai adoré, et en fait je pense que c'est un peu le point commun dans pas mal de livres de fantasy que j'aime bien en apprendre autant sur l'univers que le personnage principal ou l'héroïne en fait, et apprendre en même temps que elle, sans que ça soit en fait naïf,
sans que ça soit enfantin. Et c'est pas parce que cette personne, et là en l'occurrence Jeanne, est particulièrement bête, qu'elle ne sait pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde. En fait, non, c'est justifié dans l'intrigue et ça se tient. Et ça, c'est vraiment un procédé d'écriture que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà dit, je suis très fan de cet univers de Vampiria. Je suis très intriguée. Il y a des choses que je mentionne pas dans les résumés à chaque fois, mais qui m'intriguent beaucoup. En plus de tout l'univers du world building, finalement, je me suis attachée à Jeanne, ce personnage, ma foi, un petit peu particulier. Et surtout, ce qui m'intrigue, c'est que à chaque fin de livre, chaque fin de tome, on a un aperçu de notre vie à nous, de notre présent, qui serait pas un présent uchronique où le roi soleil aurait été transformé en vampire. Et en fait, Jeanne a des visions de ça et j'ai très hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Je croyais qu'il y avait que 5 tomes, 3 en France et 2 aux Amériques, mais il me semble avoir vu qu'il y avait un 6e tome. Bref, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais continuer cette saga. Foncez si vous voulez découvrir quelque chose en young adult français, c'était parfait, vraiment. Deuxième livre de SFFF que j'ai écouté, c'est Terre errante de Liu Cixin. Je suis vraiment pas sûre de la prononciation de cet auteur chinois. C'est celui qui a écrit Le problème à 3 corps, cette trilogie qui m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, mais qui me fait peur. Allô, le syndrome un petit peu de l'imposteur sur ce sujet-là, parce qu'en fait c'est de la hard SF et j'ai vraiment peur d'être larguée vu le peu de connaissances que j'ai en physique, en astronomie et en biologie en fait dans son ensemble. Donc ayant peur d'être larguée, j'y vais pas et j'ai pas envie de souffrir pendant cette lecture, même si plusieurs personnes proches de moi et hors des sphères d'internet m'ont dit que je pouvais y aller, que j'allais apprécier la lecture, que ça allait vraiment me plaire, que c'était incroyable. Voilà, j'ai toujours pas vu la série non plus parce que je me dis quitte à attendre autant lire le livre. Bref, et donc ce livre, cette courte novella Terre errante était gratuite dans l'abonnement Audible et donc j'en ai profité pour découvrir l'œuvre de cet auteur incontournable, ma foi, en science-fiction. Et donc dans Terre errante, on va suivre, si je me rappelle bien, à plusieurs périodes temporelles différentes de la vie d'un humain. Donc en gros, quand il est enfant, quand il est adulte et après quand il devient, il me semble, grand-parent, se pose en fait la question, je crois quand il est enfant, de la survie de la Terre et de sa disparition et l'idée de mettre, si j'ai bien tout compris, des propulseurs sur la Terre pour la faire sortir du champ orbital du Soleil, un truc comme ça, pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, c'est peut-être pas ça. Je crois que le projet marche pas trop, ou il est un petit peu irréaliste, et ils finissent par aller vivre sur une autre planète ou dans l'espace. Et à la fin de sa vie, il se pose la question du retour sur Terre. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comment, bon, au-delà des questions sur comment sauver notre vie sur Terre et notre planète, qui m'ont un petit peu dépassée en termes, là, je l'avoue, de connaissances scientifiques. Ce qui m'a intéressée, c'était l'évolution des personnages. C'est quand même très court, hein, ça fait moins de 200 pages. L'évolution des personnages et leur rapport, notamment générationnel, sur ces questions-là. Comment on va transmettre du coup cette histoire que l'humain est coupable d'avoir détruit par son mode de vie la vie sur Terre, et comment on peut faire avec, et comment on peut transmettre pour que cette histoire en fait se reproduise plus et qu'on puisse respecter soit la nouvelle planète sur laquelle on vit, soit si on retourne sur Terre, mieux faire. Et ça m'a vraiment intéressée et j'ai trouvé qu'il arrivait vraiment à mettre l'accent dessus en si peu de pages et ça m'a beaucoup plu. Oui, je vais découvrir son œuvre à un moment donné. On arrive sur les 3 lectures que je vous ai présentées dans un vlog, donc je vais aller assez vite. La première, donc c'était les livres que j'avais achetés aux Utopiales et force est de constater que j'ai acheté beaucoup de science-fiction et le premier c'est donc Entrer dans le monde de Claire Duvivier que j'ai beaucoup aimé, donc du solarpunk, je vois un petit peu mieux ce que c'est après une discussion avec Lucie, merci beaucoup. Et donc dans ce livre-là, on va suivre des enfants, 25 enfants, notamment Xabi, et ils ont tous un animal de compagnie, ce qui est important. Et ils vivent d'une manière assez particulière dans une sorte de dôme qui s'appelle le Danube. Et ils vivent avec des tuteurs, tutrices et des sortes d'adultes aussi qui s'occupent d'eux et d'elles sans qu'il y ait forcément de lien de filiation biologique. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant comment la famille nucléaire était déjà une non-idée de base, un non présupposé, et c'était intéressant. Et en fait, ils vivent d'une manière assez écologiste, d'une manière où la
la nature a une place prépondérante dans leur mode de vie et ça c'était vraiment très chouette de lire ça, surtout que c'est des enfants. Et un jour, il y a un homme et ses 2 filles qui vont arriver et elles sont assez, différentes des enfants, du Dom que nous on suit et ça va donner lieu à beaucoup, d'interrogations et notamment qu'est-ce que ce Dom? Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Pourquoi ils sont à un moment donné, enlevés? Et en fait, plus largement, en fait, cette histoire s'inscrit dans un peu comme je vous disais, pour, Terre errante sur la transmission des dommages que les humains ont fait à la Terre et comment on apprend à vivre avec ça et qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants sur ces questions-là. Et j'ai, vraiment bien aimé. C'était une très chouette lecture, vraiment. Ça a pas été un coup de cœur, je pense que c'est quand même assez, jeunesse pour que ça le soit, mais j'ai vraiment aimé lire et me dire que des enfants ou des plus jeunes liront un monde dans lequel on prend soin de la planète et où en fait ça on le remet pas en cause et ça me semble essentiel. Deuxième livre de SF que j'ai lu dans cette vidéo et pas des moindres vu que c'est ce livre-là, donc Vers les étoiles, c'est le tome 1 de la saga Lady Astronaut écrit par Mary Robinette Kowal. Je vous montre. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre, je l'ai dit longuement dans ce vlog, regroupe 2 films-séries que j'aime beaucoup. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu quelque chose qui s'inspirait ou qui avait inspiré, en tout cas la série. Le film, c'est Les Figures de l'ombre et la série, c'est For All Mankind. Et ici, Mary Robinette Kowal va raconter une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elma. Donc l'histoire d'Elma qui est un génie des mathématiques. Hein. Et en fait, en 1952, il y a une météorite qui s'écrase sur Washington et qui détruit une bonne partie du pays des États-Unis et qui va avoir des répercussions importantes sur une bonne partie du monde, évidemment. Il va y avoir une réorganisation des relations internationale et l'idée d'une planète qui va devenir inhabitable par les conséquences engendrées par la chute de cette météorite. Et du coup, le programme spatial américain va se développer. Elma va constater le sexisme criant, ambiant de la société notamment américaine, mais surtout de ce programme militaire spatial. Et elle va lutter contre ce sexisme parce que son rêve à elle, c'est de devenir astronaute. Et en fait, elle a toutes les qualifications pour le faire. Elle est même plus qualifiée que des hommes, mais comme c'est une femme, elle est un peu rejetée d'emblée. Alors Elma, elle part pas de n'importe quel point, elle est une femme blanche, très cultivée, très diplômée, qui vient d'un milieu social assez aisé, donc elle a un féminisme quand même bourgeois au début, et en fait elle va faire très vite la rencontre d'un couple de noirs qui va l'héberger, elle et son mari, dans une base spatiale américaine, bref, pas spatiale, une base militaire américaine, et en fait la conversation avec cette dame noire va ouvrir Elma à d'autres perspectives et j'ai trouvé son évolution incroyable où en fait elle va prendre en compte dans une démarche intersectionnelle en fait cette situation elle est merdique à Elma hein. Certes elle est victime de sexisme mais que ces femmes noires elles sont à la fois victimes de racisme et de sexisme et qu'elles ont encore moins de chances qu'elles de devenir astronautes et que à une femme noire qualifiée pour partir dans l'espace on privilégiera une femme blanche moins qualifiée et bien sûr on privilégiera un homme de surcroît blanc. Et elle se rend compte de tout ça et en même temps qu'elle lutte pour parvenir à son rêve et de devenir astronaute, il y a un éveil comme ça de sa conscience à des thématiques hyper intéressantes, le sexisme, le racisme, mais surtout ce qui se joue au croisement de ces deux variables que j'ai adoré. J'ai trouvé ce livre très politique, très engagé et en plus ça parle d'un rêve qui m'est cher même si illusoire, l'idée d'aller dans l'espace un jour. Je vous le conseille vraiment très fortement. Le troisième livre que j'avais lu dans ce vlog-là, et en fait qui me fait terminer la seule série saga de ce mois, de ce bilan de novembre, c'est Absolu, le tome 3 de Margot Dessel, que j'ai adoré, vraiment. Il est tellement mieux que le tome 2, vraiment, ne vous arrêtez pas au tome 2 qui manque un petit peu de rythme, qui a des faiblesses, je dirais des faiblesses d'un tome 2 en fait de saga dans une trilogie quoi. Bref, ici dans le tome 3, on va voir plusieurs groupes de personnages qui vont lutter de manière différente et ma foi pas du tout coordonnés au début pour mettre à bas la dictature qui régit leur pays et qui les a envoyés dans la zone et ils vont lutter de différentes manières et se posent la question du coup de est-ce que la fin justifie les moyens et comment mettre fin à une dictature et surtout pourquoi faire, est-ce que c'est pour instaurer un
un autre pouvoir tyrannique et avoir juste un changement de pouvoir, un changement, une passation de pouvoir d'homme à homme, parce que là c'est que des mecs qui veulent ça, quasiment. Ou est-ce que c'est pour instaurer un ordre meilleur, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire un ordre meilleur? Et dans cet ordre meilleur, il y a la question de la justice, mais du coup comment on juge les personnes qui ont participé à cette dictature, participé à assassiner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tous ces jeunes qu'on envoyait dans la zone à chaque fois, chaque année, et aussi comment on juge les personnes qui ont commis des actes atroces, horribles, pour lutter contre cette dictature. Et c'est toutes ces questions-là qu'elle mêle avec des clins d'œil, des fois très appuyés à ce qui s'est passé en Europe après la Seconde Guerre mondiale, ou en Afrique du Sud, ou au Rwanda. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'écho à ça. Et j'ai adoré ce tome. Vraiment, je l'ai pas lâché. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à la fin pour avoir le fin mot de cette histoire. Et en même temps, pas du tout. J'ai vraiment adoré. Lisez cette saga. On retrouve tout ce qu'on a aimé dans la fin des années 2010, début 2010 avec les dystopies. C'est très 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 intéressant. Bon, je vais vous parler du livre que j'ai DNF. J'en ai un petit peu parlé dans le bilan du Cocorico Challenge, donc je vais pas épiloguer là-dessus, mais j'ai lu et j'ai voulu essayer La carte des confins de Marie Replin, que j'ai absolument pas aimé. Enfin, j'ai passé vraiment un mauvais moment en écoutant les 4 premiers chapitres en allant travailler. C'était un lundi matin en plus, donc vraiment le combo n'y était absolument pas. Là, on va suivre 2 personnages, un garçon et une jeune fille, qui ont dérobé une sorte de compas magique dans un monde où la magie est un petit peu prohibée, et ce compas va leur permettre de naviguer plus facilement. Voilà de ce dont je me rappelle du résumé. Moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est 2 choses. En fait, il y en a une qui, bon, c'est de la jeunesse, c'est un premier roman, ça aurait pu passer, de la jeunesse, c'est plutôt du young adult, c'est que j'ai trouvé que c'était souvent facile. Les personnages faisaient quelque chose et quasiment à 100% ça allait réussir. Quasiment à 100% ils allaient pas avoir d'obstacles sur leur route, et ça m'a un petit peu dérangée. Deuxième point qui m'a dérangée, c'est le personnage principal masculin qui est odieux, qui est sexiste, qui est problématique à tellement d'égards, et où en fait j'avais pas l'impression que ça allait être remis en question, ou alors si ça allait être remis en question, c'est que la jeune femme, dont j'ai oublié le prénom, allait le sauver, et cette histoire de il faut sauver les hommes toxiques, c'est le rôle des femmes, non merci, et vraiment ça c'était quelque chose qui m'a déplu. Alors évidemment je sais pas si ça allait vers là, mais ça m'a beaucoup dérangée dans le peu que j'ai lu, et j'ai préféré abandonner. Bon, et sinon en termes de saga continuée, j'ai quand même repris une saga importante, et un tome important, un tome énorme. Donc Harry Potter, le tome 5, l'Ordre du Phénix. Je vais pas résumer ça, parce que je pense que la plupart des gens l'ont lu. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de différences par rapport au film, et c'est ça qui m'a le plus marqué. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails, autant de scènes, autant d'éléments et d'événements qui n'avaient pas été adaptés dans le film en fait, et ça m'a intriguée. Les choix qui avaient été faits par les scénaristes ou les réalisateurs et réalisatrices, je ne sais pas. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé que par moments il y avait quelques longueurs, et ma foi, la conversation de la fin, t'es un adulte Dumbledore, t'aurais pu lui dire tout ça avant. En fait, si vous aviez communiqué, il y a la moitié des événements du tome qui ne se seraient pas produits, bref. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. C'est pas le tome que j'ai préféré, malgré tout, alors que c'était le film que j'avais préféré. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai bien aimé, il y a énormément de différences avec les films, et ça m'a plu. Et par contre, ce qui ici est un truc important, c'est que j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers, j'ai envie de me renseigner, ça m'a plus donné envie que ça en regardant les films, et là, voilà, je commence à ouvrir cette porte, ma foi, qui me fait bien peur. Autre livre de SFFF que j'ai lu, et c'est un livre de fantasy, et c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure. Il faut que je parle de ce livre mieux que dans le Cocorico Challenge, parce que je l'ai annoncé, ma foi, je sais toujours pas quoi dire. C'est très compliqué pour moi d'en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est assez étrange comme façon d'écrire, comme univers, comme ressenti de lecture. En fait, on va suivre un personnage qui est un scribe qui va aller d'une cité A vers une cité B, qui est la cité diaphane. Et en fait, cette cité, il y a plus âmes qui vivent, à part 3-4 personnes
qu'on va découvrir, et il est chargé de recueillir l'histoire de ces personnes et l'histoire de cette ville, enfin de cette cité, pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il n'y a plus personne. Et en fait, je peux vous résumer que ça, il va enquêter, mais il y a plein de retournements de situation, de retournements surtout de perspective. Et en fait, l'histoire, je pense qu'elle peut se lire de plein de manières différentes. Toutefois, l'univers est très particulier. Vraiment, si vous aimez pas les trucs assez glauques, un peu dérangeants, très particuliers, très perchés, n'y allez pas. C'est vraiment un livre comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire et que j'ai pas encore tout démêlé et que ça mériterait une deuxième lecture. J'ai la sensation d'avoir été malmenée un petit peu dans ma lecture, mais à la fois c'était plaisant et je trouve qu'elle a fait quelque chose d'ultra original, vraiment d'incroyable, et en même temps c'est très perché. Bref, j'en parle toujours pas très bien de ce livre-là, mais c'est plus pour moi une expérience de lecture qu'il faut vivre, plutôt qu'un livre dont je pourrais vous résumer un petit peu l'histoire, vous dire ce que j'ai aimé, pas aimé. En fait, je trouve que c'est plus l'expérience de lecture qui est particulière que l'histoire en elle-même, qui n'est pas si incroyable que ça. Si, parce qu'il y a des licornes dedans, et ça, j'aime beaucoup. En série que j'ai commencé, j'aurais dû faire dans un ordre un petit peu, mais bref, j'ai commencé L'épée, la peste, non, L'épée, la famine et la peste, je vais jamais arriver à les mettre dans l'ordre, ces trois mots, d'Aurélie Wellenstein. C'est une autrice que je voulais découvrir et je suis extrêmement ravie. Dans mon bilan du Cocorico Challenge, je vous disais que je l'avais commencé et fini le soir même quasiment, du montage de la vidéo, bien évidemment. C'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré l'univers. On suit donc trois personnages différents. On suit un petit garçon qui s'appelle Cillian, j'ai décidé qu'on allait le prononcer comme ça, qui enfile un jour un casque, un homme en forme de loup et qui se transforme peu à peu en une sorte de loup-garou, on sait pas trop. On suit Erin qui est a priori une sorcière, une sorte de tisseuse, et on suit Sullivan qui est un soldat de l'Inquisition, on y reviendra, et en fait il rencontre une rencontre un petit peu particulière le jour où il essaye de se suicider parce que le mec a vécu des choses horribles. Il rencontre un cerf et dans l'œil de cet animal, il se rend compte qu'il y a son fils prisonnier. Donc nos trois protagonistes vont se rejoindre à des moments différents de leur parcours dans un univers où, attention, trigger warning, où les araignées sont celles qui donnent des pouvoirs différents en fonction de quel type d'araignée a mordu, piqué, je sais pas trop ce que font les araignées, les personnes, et aussi en fonction du sexe de la personne qui est mordue. Je crois qu'elles mordent et qu'elles piquent pas les araignées. Et donc, on est dans cet univers où la magie en fait est prohibée, où le royaume de Kumgal lutte de manière acharnée contre cette magie, contre la noirceur, les ténèbres un petit peu, mais il s'enfonce dans tout ça, ce royaume. Et à l'opposé, on a un autre royaume dont on ne sait pas beaucoup dans le tome 1, qui me semble plus lumineux, plus chatoyant, où il fait un peu meilleur à vivre, et où ce royaume en fait a adopté le culte de la déesse araignée. Et nos trois protagonistes cherchent à se rendre auprès d'une araignée, j'allais dire hautement placée dans la hiérarchie, pour essayer de comprendre ce qui leur arrive et se sauver mutuellement. J'ai adoré l'univers, je l'ai trouvé ultra original. Vraiment, les personnages sont très touchants. J'ai bien aimé leur connexion. Il y a un ou deux petits événements un petit peu faciles, mais franchement, j'ai pas lâché le livre. Je voulais en savoir la suite. Je vais essayer de lire le tome 2 ultra rapidement parce que déjà c'est une duologie et parce que j'ai envie de savoir la suite. Et est-ce qu'on peut noter la beauté de l'illustration d'Aurélien Polis. Vraiment, je suis très fan. Et puis, c'est un livre illustré par Aurélien Polis, écrit par Aurélie Wellenstein et lu par moi-même, Aurélie, Le Conte est mon. Autre livre de science-fiction que j'ai lu, j'essaye d'alterner entre livres de science-fiction et livres de fantasy à vous présenter, mais ça marche peut-être pas tout le temps. C'est L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, qui est un livre de science-fiction très court que j'ai lu dans le cadre d'un vlog à la campagne, que je vous remettrai en barre d'infos. En fait, on va suivre un monde assez riche du fait du développement d'une énergie Y, bref. Et en fait, dans ce monde-là, c'est possible
possible de faire des mutations génétiques et d'implanter des enfants avec ces particularités génétiques-là. Et nous, on va suivre un couple qui va décider de recourir à cette science pour que leur fille ne dorme pas. En fait, elle n'a pas besoin de dormir. Donc, il y a plein d'explications scientifiques qui expliquent le pourquoi du comment, que je vais pas vous résumer là. Et parce que l'homme, le père de famille, qui est très riche grâce à cette énergie, considère que ça a été une perte de temps pour lui et que les possibilités seraient décuplées, infinies, si on passait pas un tiers de notre temps à dormir. Pour une facilité narrative, la mère se retrouve en fait enceinte de jumelles dont l'une est modifiée génétiquement et l'autre non. Et on va suivre un tout petit peu les différences que ça va avoir entre ces deux filles, mais surtout on va suivre l'histoire de cette non-dormeuse dont j'oublie le nom et comment cette communauté de non-dormeurs-dormeuses va réussir ou pas à s'intégrer dans cette société américaine ultra capitaliste. Et en fait, dans cette histoire, c'est l'histoire de la différence et de l'acceptation de la différence et des conséquences politiques que ça a de l'accepter ou pas, avec des factions, des groupes différents qui soit rejettent l'autre avec une vraie peur de l'autre, soit qui l'acceptent en se disant que ça va... Donc en fait, les différences des uns et des autres font de la force commune. Donc ça, c'est vraiment des aspects que j'ai adoré. J'ai trouvé ça excellent et j'aurais aimé que ça dure vraiment encore 200 pages de plus parce que vraiment j'étais à fond. Ce que j'ai moins aimé, c'est tous les débats philosophiques autour des théories du contrat et avec qui on doit passer contrat, avec qui on peut faire communauté. Et en fait, j'ai trouvé ça trop libéral et très problématique pour moi. Et c'est un tout petit peu remis en question par le personnage principal qui a quand même grandi dans ce schéma-là de pensée, donc elle le remet un petit peu en code au fur et à mesure de sa vie, assez légèrement, j'ai trouvé. Et en fait, c'est pas un thème que j'aime bien voir en littérature parce que je trouve ça totalement dépassé, totalement problématique, et qu'en fait les autres thèmes m'intéressaient mais 1000 fois plus, et ça aurait été largement suffisant de se focaliser là-dessus. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Ça dure que 200 pages et c'était parfait. Dans ce même vlog, j'ai lu aussi ce court petit texte, Le prince bâtard de Robin Hobb, c'est le prélude à la deuxième époque de l'Assassin Royal, que j'ai adoré. On va suivre en fait l'histoire du prince bâtard, donc le roi servant qui a le vif. En fait, les événements relatés dans ce livre-là expliquent pourquoi dans la deuxième époque de l'Assassin Royal, un peu dans la première, mais surtout dans la deuxième époque, le vif et la magie du vif soient autant rejetés, et l'opposition très forte qu'il y a aux vifiers-vifières, et la constitution de ce groupe un peu plus extrémistes que sont les pies et tous les événements en lien avec ça de la deuxième époque que je vous laisserai ma foi découvrir parce que c'est incroyable, Robin Hood, et surtout cette deuxième époque. Et donc là, on explique ces événements, on revient sur l'histoire de la mère de ce roi et sur son histoire à lui. Ça explique vraiment, vraiment bien ce qui se passe dans cette deuxième époque. Et j'ai adoré, j'arrivais plus à lâcher le livre. J'avais sommeil, mais je voulais savoir la suite. Donc c'est pour dire, moi qui adore dormir, à quel point ce livre était vraiment très bien. Je vais avoir du mal à choisir ma meilleure lecture du mois de novembre, je pense, parce que j'ai fait de très très bonnes lectures en novembre. Comme j'avais promis à deux amis qui se reconnaîtront en passant par là, que à la fin du challenge lecture, je reprendrai par relire Les Aventuriers de la Mer, parce qu'elles l'ont adoré toutes les deux, et que quand elles en parlaient, j'étais là, oh, moi aussi ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et que je crois l'avoir dit en octobre, mais dans la deuxième époque de l'Assassin Royal, il y a énormément de clins d'œil aux Aventuriers de la Mer et de questions auxquelles moi je n'ai pas de réponse parce que je pense que les réponses se trouvent dans les Aventuriers de la Mer, que tout ça fait que j'ai repris les Aventuriers de la Mer et que je m'étais dit que je laisserais une chance en fait à la saga, parce qu'en fait en français j'ai lu et en découpage poche, ouais, ceci va être compliqué, les 3 premiers tomes, ce qui correspond à l'intégrale 1 en grand format en français, mais ce qui correspond en fait qu'au tome 1 de la trilogie initialement pensée par Robin Hobb. Et donc je me suis dit, ok, laissons-lui une chance en commençant le tome 2 VO, soit la deuxième intégrale en français, soit le tome 4 poche, et je verrai. Et en fait, force est de constater que j'ai bien aimé le tome 4. Il y a des arcs narratifs qui me plaisent pas. En fait, l'histoire de Yemin, de Kyle, de Kenny, ça ne m'intéresse pas, et force est de constater que les arcs, et des dragons aussi, ou des serpents là, ne m'intéressent pas. Force est de constater que toutes les histoires d'un point de vue masculin ne m'intéressent pas, et que j'en ai un petit peu rien à faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution d'Althea que je trouve incroyable entre le début du tome 1 et là où j'en suis dans le tome 4, et même j'ai commencé le début du tome 5. Et j'aime beaucoup ce qui se passe en termes de politique
avec le conseil des marchands, l'opposition entre les nouveaux marchands et les anciens marchands, les premiers marchands, mais aussi l'opposition entre Terryville et Jamaïa. J'aime beaucoup le personnage de Ambre. Si vous savez qui c'est, vous savez pourquoi je l'aime à ce point-là, vraiment. Et ça fait partie des questions dont j'ai pas les réponses. Donc je veux savoir. Je suis très intriguée aussi par le désert des pluies, par ce qui se passe là-bas. J'aime beaucoup les bateaux. J'ai peur pour la Vifnef Viviansa et j'adore Ophélie. Elle me fait mourir de rire. Donc voilà, il y a énormément d'arcs narratifs que j'aime bien et des réponses que j'ai envie d'avoir. Donc j'ai repris et comme je vous disais, j'ai commencé le tome 5 en décembre et je les ai enchaînés. Le tome 4 c'est fini, le lendemain j'ai commencé le tome 5 parce qu'en fait c'était incroyable et je voulais la suite. Donc voilà, j'ai repris et j'aime bien Les Aventuriers de la Mer et c'est la confession de cette vidéo. Et dernier livre de SFFF que j'ai à vous présenter, et du coup c'est un livre de fantasy, c'est Conjuration de Blue Guillou, le tome 1, Otage de l'Empire. Il est magnifique, franchement la couverture est incroyable. Qui a été un flop un peu pour moi, j'en ai parlé dans le bilan du Cocorico Challenge. En fait, on va suivre ici Livia qui est une otage de l'Empire, en fait de cet empire d'Urbs qui reprend l'Empire romain et cette politique d'assimilation. En fait, les conquérants romains volaient littéralement, enlevaient, kidnappaient, tout ça, les enfants des nobles des provinces conquises pour les éduquer à Rome à la manière romaine avant de les renvoyer gouverner leur province natale. Et du coup, comme ils étaient acquis à la solde romaine, ils remettaient pas en cause cette colonisation et les nobles locaux copiaient finalement le dirigeant. Et petit à petit, il y avait une assimilation des provinces conquises dans ce qui était l'Empire romain en niant et en gommant progressivement les différences. Et donc là, on va suivre Livia qui a cette histoire-là et Livia est amie avec l'un des enfants de l'empereur et ennemie avec la fille de l'empereur et elle va finir par épouser le fils et elle veut tuer avec l'aide de son amant l'héritière du trône pour mettre le fils, donc son mari, sur le trône et elle va intriguer sur ça. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions dans l'histoire, que le rythme n'était pas incroyable, que c'était très lourd ces répétitions, que du coup ça cassait le peu de rythme qu'il y avait et j'ai été assez déçue en termes de rythme. Pour l'histoire, ça m'a pas transcendé. Il y a plein de choses que j'ai vues arriver. Je suis pas du tout convaincue par les révélations de la fin. Je trouve qu'elles sentent à plein nez le tome 2. C'est une duologie. Donc que je vais pas continuer. Ça fait partie des sagas que j'abandonne. Les seules choses qui m'ont plu au-delà de la période historique que j'aime beaucoup, c'est l'inversion des stéréotypes de genre. Avoir fait un truc très fort politiquement dans un livre qui se veut pas particulièrement politique, enfin c'est pas un essai, c'est du coup les garçons sont des personnes sensibles, émotives, qui sont généreuses, etc. Et le pouvoir est un attrait féminin et il est revendiqué comme tel. Il y a vraiment beaucoup de questions sur l'héritage et le fait d'hériter d'un empire ou d'une couronne quand on est une femme. Et les femmes, elles sont intelligentes, manipulatrices, vicieuses, rusées. Tout ça assez intéressant, cette inversion-là des stéréotypes. Donc voilà, c'était un flop, ça m'a pas convaincue, je me suis un peu ennuyée à la lecture, c'est vraiment dommage, mais j'essayerai de relaisser une chance à cette autrice. Voilà pour les, ma foi, 13 livres de SFFF que j'ai lus. Clairement, c'était un mois de SFFF. On va pas se mentir. Il y a un livre qui n'était pas un livre de SFFF et qui l'aurait cru un essai. Non mais qui l'aurait cru? Alors je suis très contente d'avoir sorti un essai de ma palle, surtout qui fait partie de ma palle du challenge ultime organisé par Lucie de la chaîne Lucie a lu. Et au moins c'est sorti, c'est validé. Il faut que je pense à mettre les templates de ma palle ultime sur Instagram et venez me rejoindre là-bas. Donc ici dans un quart en moins, c'est le sous-titre, c'est Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. C'est écrit par Rachel Silveria, une économiste française importante. Et il y a une préface de Michel Perrault, une historienne française importante. Qui dit mieux? Ici, on va revenir sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc l'ouvrage date de 2014, donc il est un petit peu daté. Mais comme il y a une longue démarche historique et on flirte avec de l'histoire économique par moment, en fait, finalement, c'est pas si grave qu'il soit daté. Et un quart en moins, c'est en moyenne, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Et on revient sur cette histoire de la discrimination salariale dans une bonne partie du livre. Et dans une deuxième moitié de livre,
on revient sur les différents combats juridiques menés par les femmes pour revendiquer cette égalité salariale, que ce soit des combats collectifs ou plus individuels d'une femme versus son employeur. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté comme solution, que ce soit des solutions encore une fois collectives ou individuelles. Et dans une troisième partie de l'ouvrage, on va évoquer des solutions possibles et notamment un truc qui est fondamental dans la pensée féministe sur ces questions-là, à savoir non pas raisonner en termes de à travail égal, salaire égal, qui est normalement dans la loi, mais qui est quand même très peu respecté avec les discriminations. Je précise, c'est illégal de discriminer. Et surtout, là, ce qui est revendiqué et mis en avant et discuté, en fait, c'est à travail de valeur égale, salaire égal. Ce qui permet de comparer, et si on considère qu'une profession A qui est très masculinisée et une profession B qui est très féminisée, mais que la profession A et B apportent la même valeur, contribuent à produire la même valeur, alors les deux personnes doivent avoir la même rémunération. Et c'est extrêmement fort, parce qu'en fait, même si c'est du coup plus difficile de mesurer la valeur du travail. C'est ultra important parce que ça va revaloriser les professions dites féminines. Et qu'est-ce que c'est qu'une profession féminine? C'est une profession où le taux de femmes est très important. Et en fait, on le sait, plus le taux de féminisation augmente, plus les conditions salariales se dégradent. Voilà, c'est super. Lisez cet ouvrage si vous voulez en apprendre davantage. J'arrête sur ça, en plus la tondeuse vient de s'allumer dehors. Bref, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que vous avez fait de super lectures au mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire vos lectures préférées du mois de novembre ou qui vous ont marqué. Et comme ça, je les découvrirai avec grand plaisir. Surtout qu'une petite surprise se prépare en lien avec ça sur la chaîne. Bientôt, vous verrez ça. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à commenter des petites feuilles d'automne parce que c'est encore l'automne en novembre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Au revoir!